Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce débat consacré à l'actualité politique nationale, marqué surtout par la naissance d'un panel de personnalités nationales qui s'assignent la mission de conduire le dialogue inclusif et national avec les acteurs de la société civile et politique. Alors un grand pas franchi dans la voie du dénouement pour une crise politique qui n'a que trop duré et qui trouve aujourd'hui une amorce de solution très prometteuse. Alors quelle est l'importance d'accélérer ce processus? Quel est aussi l'objectif du panel? La place des pouvoirs publics, mais aussi les retombées positives d'un consensus rapide sur l'organisation d'élections présidentielles. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Mokhtar Saïd Medjouni. Vous êtes officier supérieur à la retraite. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Merci. Donc avec nous aussi M. Amin Belamri. Vous êtes journaliste quotidien Chab. Bonsoir à vous. Et à vos côtés, Dr Mohamed Taibi, vous êtes sociologue. Bonsoir. Et je commencerai avec vous, Dr Mohamed Taibi. Donc, depuis le 22 février, date du début du Hirak, une large décantation s'est faite au sein de la société avec toute sa composante. Alors, la tendance est vers l'apaisement, vers la recherche de cette solution à la crise politique. Une amorce prometteuse avec la naissance du panel. Qu'en pensez-vous? Oui, certainement. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Certainement, la lecture de cette crise, elle est passionnante à bien des égards. Quand vous voyez la propagation des idées, le mouvement des groupes, l'offre du discours, quand vous voyez une bonne partie de notre peuple sortir dans la rue, s'exprimer, tout ça, c'est une scène très riche pour le sociologue, pour l'analyste. Et pour répondre directement à votre question, il me semblerait que les débuts d'une crise ne se ressemblent jamais aux fins d'une crise. Parce qu'une crise, c'est un objet de la pensée, c'est un objet de la réflexion. Et de ce fait, je pourrais dire que la passion, elle est à son comble au début. Parce que la visibilité n'est pas très claire pour ceux qui jouent dans l'espace public, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un moment de positionnement des uns et des autres. Mais le parcours, et surtout l'impact sur l'opinion, va pousser les acteurs à chaque fois à recentrer, et on le voit dans les discours et dans les positions, à recentrer un peu leur méthode et aussi à dire peut-être ce qu'ils ont oublié de dire au début. Aujourd'hui, l'état actuel des choses, me semble-t-il, nous renvoie à une petite sagesse qui s'annonce. La sagesse qui est peut-être posée ou imposée par la maturité du peuple algérien lui-même face à cette crise. Parce qu'il ne faut pas exclure ni négliger le poids des masses dans les arrangements des acteurs politiques. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, me semble-t-il aussi, c'est que les intellectuels, vous voulez dire l'élite? Les élites ou les intellectuels ou les acteurs politiques. Je pense qu'ils sont dans l'obligation de revoir les contraintes qui dépassent la crise. Parce qu'une crise, c'est une chose, et l'environnement social, politique, géopolitique, sécuritaire, c'est autre chose. Tout ça maintenant commence à apparaître au niveau de l'espace public. Et on n'est pas arrivé à un stade de dénouement, loin de là, on est encore loin. Mais on a déclenché un processus par le panel et aussi par le débat public, parce qu'il n'y a pas que le panel qui travaille sur la crise, il y a aussi les intellectuels, les chercheurs, les penseurs, qui produisent des discours et qui vont dans le sens, je pense, de restructurer l'approche totale qui va nous mener inéluctablement, vous l'avez dit dans votre introduction. Alors, comme nous tous, vous avez assisté donc à la naissance de ce panel composé de personnalités très connues, notamment sur le plan universitaire et social. Alors, dans quelle mesure ce panel peut apporter une solution à la crise et amorcer ce processus dont vous parlez? Oui, tout dépendra de ses capacités à produire des idées novatrices et aussi à avancer des argumentaires, d'abord pour créer le consensus autour de la composition même du panel. Autour de quoi?
le consensus autour de quoi? C'est le consensus autour de l'enclenchement d'un processus qui aboutirait en fin de parcours à l'élection d'un président. C'est-à-dire que le panel réfléchit sur les approches organisationnelles dans le cadre d'une sorte de débordement qui s'impose au niveau de l'organisation sociale. Donc le panel, c'est une structure d'organisation d'un processus, et là, il a besoin, je pense, de ressources. Il a besoin de lire, de mon point de vue, les paradigmes qui ont réussi ailleurs ou qui ont échoué aussi. Il a besoin aussi de ne pas tomber dans le jeu intramuros du panel lui-même. Il faut qu'il soit à l'écoute, et vraiment à l'écoute, des idées et des propositions de la société algérienne. Donc il est dans l'obligation, de mon point de vue, d'avoir une force de capitalisation qui peut réunir justement les consensus, parce que les crises ne peuvent être réglées en fin de compte que par des consensus féconds. Et non pas parce que je vais vous dire une chose pour terminer. Nous avons toujours quelque part échoué dans la production des consensus et des alternatives stabilisatrices de la société. Cette fois, peut-être que l'implication des élites, et particulièrement les membres du panel qui sont engagés, ils se sont engagés, c'est un engagement qui leur permet d'écrire une histoire peut-être, mais aussi c'est un engagement politique et une responsabilité. Alors avant de revenir à M. Blamri pour parler notamment du rôle des médias dans l'explication du rôle de ce panel dans le dialogue national et inclusif, j'aimerais poser une question à M. Mediouni, toujours autour de l'enjeu que suscite donc ce dialogue national. Alors il s'agit aussi de mettre les intérêts du pays au-dessus des intérêts particuliers, notamment partisans et idéologiques. Oui, merci déjà une deuxième fois pour nous donner l'opportunité de débattre d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est un sujet déterminant pour l'avenir de ce pays. Donc je reviendrai sur le panel. Moi, à partir du moment où il y a eu ce panel, je les salue. Je salue parce qu'il faudrait avoir ce courage de le faire. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui débat d'une sortie de crise, d'une élection, elle est déjà, dès le départ, discréditée. D'accord? Donc, nous, en étant là sur un plateau, d'accord, c'est déjà pour nous un courage et un militantisme extraordinaire de parler des élections et du processus démocratique qui doit être l'issue à cette crise. Donc, pour revenir un peu à la crise, et je rejoindrai M. Taïbi, depuis 1962, il y a cette rupture de confiance. C'est ça qui a compliqué cette crise. Tout ce qui vient, tout ce qui est annoncé, tout ce qui est produit, on le met déjà en doute parce qu'il y a ce manque de confiance. Donc d'abord, le panel a une mission extraordinaire, le fait d'être inclusif, de discuter avec tout le monde, d'écouter tout le monde, comme l'a souligné M. Taïbi. Et c'est dans ce sens-là qu'il pourra rétablir la confiance et produire des faits qui sont palpables, qui sont vérifiables. Parce que jusqu'à présent, ce manque de confiance, il est dû à quoi? À chaque fois on promet quelque chose, on fait le contraire. Je crois que depuis le début de la crise, et là je reviendrai et je soulignerai quelque chose de très très important qui s'est passé dernièrement. Quand M. Ben Salah, président de l'État, a reçu les membres du panel, il s'est engagé en tant que chef de l'État à répondre aux revendications du Hirak qui sont portées par le panel, d'accord, dans un esprit d'apaisement pour débloquer la situation et aller vers un dialogue productif. Donc, je ne sais pas si vous avez noté, comme moi je l'ai noté, pour les gens qui discréditent tout ce qui se passe en Algérie, c'est un État civil, c'est pas un État militaire. C'est le chef de l'État lui-même qui a reçu le panel, c'est le chef de l'État qui s'est engagé devant le panel à répondre favorablement et à discuter des mesures à prendre dans le cadre d'un apaisement. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tant pis pour les gens qui ne croyaient pas que dans ce pays, il y a un État civil qui est fort, il y a un État qui est structuré, et la preuve en a été donnée. Donc c'est au panel maintenant d'aller dans le sens d'un apaisement et d'une sagesse. Parce que, vous l'avez bien dit, je crois que l'Algérie doit passer avant tout.
Et aujourd'hui, on a des échéances très importantes. On est à la veille d'une rentrée sociale. Il y a des impératifs de budget, de fonctionnement de l'État. Il y a des problèmes sécuritaires. Il y a des problèmes de diplomatie. Aujourd'hui, certains pays font le forcing avec des lobbies très importants, d'accord, pour nous d'amener le pion sur certains sujets. Et nous, il faudrait que ce peuple, parce que le grand problème, et on en a discuté avec M. Taïbi plusieurs fois, c'est qu'il faudrait que les gens qui interviennent sur les plateaux, les hommes politiques, les gens du panel, évitez le populisme, dites la vérité à ce peuple. Dites-lui la vérité, qu'est-ce qu'il attend, quelles sont les démarches, et pourquoi on doit partir dans ce sens et pas dans l'autre sens. Le jour où ces gens-là qui interviennent pour essayer d'éveiller les consciences dans ce peuple-là soient sincères, et on met de côté le populisme, ce jour-là, on va trouver des solutions et on va aider notre peuple à comprendre sa crise et à trouver les solutions ensemble. Mais qu'est-ce qui peut aider justement les gens à prendre conscience de la gravité de la situation? Vous avez parlé d'un contexte géopolitique assez difficile, notamment dans la région et sur le plan sécuritaire, d'autant plus qu'il s'agit aussi du rôle d'une certaine élite pour expliquer tout ça. Ben justement, ce que je viens de souligner, c'est que cette élite, elle existe. Il y a des gens sincères, il y a des gens... Qu'on soit sincère pour dire les choses telles qu'elles sont à ce peuple. J'ai pas envie de plaire à ce peuple. J'ai envie d'aider ce peuple à trouver une issue. Et je l'aiderai en étant pragmatique, en étant sincère dans ce que j'avance et dans les démarches que je propose. Je n'essaierai pas de lui faire plaisir pour aller justement uniquement dans son sens. Parce qu'il y va de l'avenir de générations. On est en train d'hypothéquer, avec ces délais qu'on prend, on hypothèque pas uniquement les générations, mais on risque d'hypothéquer l'existence même d'un État. Alors qu'on soit sage, je crois que toutes les garanties ont été données, parce que moi, par exemple, on me pose la question pourquoi vous n'allez plus au Hirak. J'allais au Hirak, mais à partir du moment où on a commencé par refuser le 5e mandat, ça a été fait. On a dit pas au 4e mandat prolongé, ça a été fait. On a dit M. Belaïs, qui a été celui qui a accepté la candidature de Bouteflika et qui a validé les élections, il est parti, d'accord. Et chaque semaine, on allait crescendo vers des choses qui ne sont pas possibles. Il faudrait que ces élites expliquent ces choses-là. On ne va pas aller vers l'effondrement d'un État. On enlève tout le monde, parce que le mot guerre, que tout le monde connaît aujourd'hui, est devenu planétaire, c'est un mot populiste qui a rassemblé, d'accord. C'est un mot populiste, mais qui n'est pas dans la logique des choses, n'est pas faisable. N'a pas un ancrage politique aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que les élites doivent s'investir davantage dans les débats publics, dans les cafés, dans les rues, ce qu'on est en train de faire. On n'est pas uniquement sur les plateaux, d'essayer d'expliquer la démarche la plus sécurisée pour arriver à l'élection d'un président. Et je crois que la mobilisation de Hirak, moi je demande à ce que le Hirak reste mobilisé et en positive cette mobilisation. Dans quel sens? C'est pour garantir des élections transparentes, honnêtes et sincères, pour la première fois une élection démocratique dans ce pays. Et cette mobilisation sera une garantie de plus pour la réussite de ces élections. C'est dans ce sens-là que maintenant le Hirak doit continuer à se mobiliser pour le débat et pour les élections. Alors, M. Belhamri, le rôle des médias dans l'explication du rôle de ce panel, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous ceux qui cherchent une solution, quelle que soit leur origine, font l'objet d'une campagne de dénigrement. Avant de vous répondre, il y a un constat très important à faire, c'est qu'après 5 mois de Hirak, il n'y a plus un seul Algérien qui jette le dialogue maintenant. Tous les Algériens sont convaincus que la seule issue possible de cette crise est d'aller vers un dialogue inclusif entre les Algériens. Il faut que chaque Algérien écoute l'autre pour trouver une solution ou une sortie de crise. Maintenant, je pense que la responsabilité des médias en général est très lourde pour promouvoir davantage cette conviction populaire du dialogue. Cette conviction du dialogue n'est pas venue comme ça, mais après un travail très profond des médias, la télévision algérienne, la presse publique, la presse privée en Algérie, toute la presse algérienne en sa totalité a incité les uns et les autres d'aller vers un dialogue, a fait la promotion du dialogue et a essayé de présenter
le dialogue comme seule alternative possible pour sortir de cette crise. Donc je pense que maintenant la responsabilité des médias est encore d'encourager cette tendance de dialogue en Algérie, d'aider ce panel dans son travail, d'appeler à un dialogue national inclusif entre Algériens. Alors, il existe une certaine résistance qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi un rôle des médias pour expliquer quel est le rôle exact de ce panel. C'est en priorité l'organisation d'élections libres et indépendantes en Algérie. Pensez-vous que les médias axent suffisamment sur ce point-là? Je parle bien sûr des médias, notamment privés. Donc, ce panel vient d'être créé ou d'être désigné, mais ce qu'ils font les médias en Algérie, et parmi ces efforts fournis par les médias en Algérie, ce plateau-là qui essaye de décortiquer la situation en Algérie et qui essaye de montrer aux Algériens c'est quoi la tâche essentielle de ce panel. La tâche essentielle de ce panel, qui est doté d'une souveraineté suffisante pour prendre des décisions. Il est totalement indépendant des pouvoirs publics. Du dialogue. Il est totalement autonome du pouvoir. Donc il a beaucoup de manœuvres à faire. Il est libre à désigner les parties concernées par ce dialogue. Mais il y a également un point très important à poser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intégrer ce panel comme membres. Mais il me semble que le plus important, ce n'est pas d'adhérer à ce panel, mais d'essayer de présenter des alternatives, des propositions pour participer à faire sortir l'Algérie de cette impasse. Monsieur Taïbi, donc, si on a bien compris, il est temps de confronter les idées. Tout à fait, vous avez posé la question et je pense que le panel tel qu'il est aujourd'hui constitué, et j'aurais voulu avoir un document, je ne sais pas s'il a été, s'il y a un statut juridique établi qui nous éclaire sur les missions et le rapport avec la République. Je ne sais pas s'il y a un document ou non, mais de toute manière, je pense qu'une bonne partie de la solution, c'est dans l'apport du système médiatique global, que ce soit au niveau populaire, que ce soit des médias autonomes, privés, ou des médias publics, et surtout les médias publics. Parce que nous sommes aujourd'hui en face d'un défi de restructuration de l'opinion et de la conscience nationale. Et ce travail-là, c'est un travail très compliqué, mais vital tant pour le panel que pour la collectivité nationale. Si vous voyez un peu la scène, et je vois, je m'excuse du terme, des intervenants venir comme ça et dire n'importe quoi, et crier n'importe comment. Donc ce que j'appelle un peu cette situation de confusion médiatique. Et aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on est même dans une situation de gale médiatique, où les gens disent n'importe quoi, parfois non. Donc l'opinion publique, elle reçoit ça en plein visage, elle est complètement désorientée et elle crée des peurs. Parce que quand une communication n'est pas maîtrisée, n'est pas saine d'un point de vue critique, بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et elle crée des peurs, parce que quand une communication n'est pas maîtrisée, n'est pas saine d'un point de vue critique, d'un point de vue image, d'un point de vue al-kalima taqtul. Un mot peut tuer, un mot peut construire. Al-kalima tabni. Et si on n'arrive pas à avoir ces leaders de la parole, comme ça ont été les saints et les prophètes, si on n'arrive pas à avoir aujourd'hui dans notre pays les leaders de la parole, les gens qui éclairent les opinions désorientées, le panel à lui-même ne peut pas régler tous les problèmes. Le panel, je vous l'ai dit, peut-être a besoin, lui aussi. Et c'est ça un peu ce que j'appelle un peu la culture de l'écoute. Est-ce que ce panel va écouter d'une manière sereine? Et comment peut-il prendre ce qu'il faut prendre pour, non pas pour répondre à des positions passionnelles ou passionnelles des uns et des autres, mais pour répondre à ce défi de reconstituer l'État, parce que nous sommes dans une situation où l'État est menacé, comme l'a dit notre ami. Et ce travail-là, et vous le savez très bien, que l'Europe n'a pu être puissante qu'au moment où, avec des philosophes de grande valeur, des intellectuels de haut niveau, ont pu construire l'État en Europe. Et c'est pour ça, depuis, l'État est devenu un enjeu de puissance et de civilisation. On peut le faire, nos ancêtres ont essayé de le faire, mais je pense que cette crise peut être porteur de grandes ruptures si on arrive à propulser, je dirais, un autre modèle de pensée dans ce pays. J'ai suivi un peu dans les pays arabes, en Occident, et même dans les pays qui se croient actuellement à l'abri des crises. Et j'ai essayé de voir comment les intellectuels construisent leur approche. La première chose, c'est qu'un intellectuel doit être modeste devant une aussi grande crise. Et deuxièmement, l'objectivité de l'analyse. Moi, je vous dis franchement, que le pouvoir de la critique nous a manqué énormément, surtout depuis quelques années. Troisième élément, je pense qu'il faut s'ouvrir à la pensée universelle et non pas rester dans les paradigmes des jugements et des préjugés. Nos universités, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont marginalisés, qui n'apparaissent pas dans l'espace public et l'espace médiatique. Et aujourd'hui, vous avez posé la question majeure, c'est que le bras médiatique aujourd'hui de notre pays est important
dans la reconstruction de l'ensemble et aussi peut-être dans le tournant qui va s'imposer au niveau de l'état de droit. Et moi, je vois aujourd'hui des intellectuels qui créent des grandes confusions qui n'ont pas lieu d'être. Le choix des Algériens aujourd'hui, ce n'est pas vrai que c'est l'état militaire ou l'état civil ou l'état sécuritaire. Non, le choix des Algériens, c'est tout simplement un état de droit qui préserve les grandes libertés, qui nous propulse vers le futur de la modernité politique, sans que ce soit contre nos cultures ancestrales. On a beaucoup de défis. Ce n'est pas uniquement le panel qui pose problème. C'est la crise et sa manière, et la manière je ne dirais pas de la régler, mais la manière de la gérer. Parce qu'une crise, ça se gère et on a besoin de beaucoup d'acteurs. Il ne faut pas compter uniquement sur le panel, il faut compter surtout, ce que disait un Allemand, il faut compter sur la bonne volonté du peuple algérien à se défendre et à défendre son pays. Parce que l'enjeu, c'est aussi géopolitique. Et cette problématique, on ne l'a jamais abordée. Alors, justement, on profite de la présence de M. Mediouni avec nous. Quelle est l'importance, notamment sur le plan géopolitique et sécuritaire, d'accélérer ce processus, d'autant plus que l'Algérie en a tant besoin? Vous savez, c'est tout simple. Ce pays, ce grand pays avec son peuple, son histoire, sa révolution, ses richesses, attise beaucoup de convoitises. Et depuis la nuit des temps, ce pays attise les convoitises. C'est pas tout le monde qui veut du bonheur à ce pays. Au contraire, tout le monde attend ce grand pays quand est-ce qu'il va mettre un genou à terre. D'accord? Pour l'achever. Donc, oui, sur le plan géopolitique, on est une région très importante. Et justement, aller vers... D'ailleurs, je reviendrai sur une chose. On est rentré dans l'histoire, qu'on le veuille ou pas, M. Taïbi, en 5 mois, ce que vous avez rappelé, oui, en 5 mois de Hirak, aucun blessé, avec un pacifisme extraordinaire qui a animé ce grand peuple. Il y a eu 2 acteurs majeurs. Il y avait une grande armée qui a tenu ses engagements depuis le début. Et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire l'avait souligné, j'accompagnerai le Hirak, l'armée accompagnera le Hirak jusqu'à la réalisation de toutes ces revendications. Et ça, c'est très important parce qu'on ne le cite pas souvent. On ne le souligne pas souvent. Et ça, est-ce que jusqu'à présent, ça a été vérifié ou pas? Et c'est ça la question. Parce que ceux qui dénigrent, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez cité, il y a une panique à bord. L'autre camp, quand je dis l'autre camp, je ne parle pas des Algériens sincères, quelles que soient leurs idées. Ce dialogue doit être inclusif. L'Algérie appartient à tout le monde. À toutes les idéologies. Il y a une seule chose qui peut nous réunir, c'est l'amour de ce pays, c'est notre patriotisme vis-à-vis de ce pays. Regardez, c'est simple, 23 joueurs au pays des pharaons. C'est leur patriotisme qui leur a permis de conquérir les cœurs de millions de gens à travers le monde et de réussir quelque chose d'extraordinaire, revenir avec une coupe, alors que 5 mois avant, ils n'étaient rien du tout. Regardez ce que peut faire l'amour d'un pays et le patriotisme au niveau d'une nation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, sur le plan sécuritaire, heureusement qu'il y a une grande armée qui a permis à ce pays, pendant les 5 mois, de rester debout. Parce que ça aussi, il faudrait le souligner. Des frontières hermétiques. On a fermé la porte à ceux qui voulaient se tailler avec l'argent du peuple. D'accord? Une surveillance accrue sur nos frontières. Des entreprises militaires qui produisent du travail pour des populations, je citerai les industries qui sont de l'armée, mais qui sont pratiquement un peu partout à travers le territoire national, donc une économie qui a été assez productive. Des promesses pour sécuriser le Hirak. Allez-y, revendiquez. En paix, en toute sécurité, je suis là pour vous protéger. Et ça a été quelque chose de très déterminant dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc je pense que cela ne fait pas plaisir aux ennemis de ce pays. Et quand je dis il y a panique à bord, de l'autre côté, les laboratoires qui sont en train de planifier comment détruire cet État et comment séparer ce peuple de sa nation. Donc pour cela, je sais qu'il y a panique à bord. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux, ça va être encore plus violent
ce qu'on va recevoir, ce que va recevoir le panel, d'accord? Il y a des membres du panel que je connais qui ont été depuis le début au Hirak. Il suffit qu'ils soient dans le panel et on commence à les descendre en flammes. Non, le panel, il est ce qu'il est. Le panel ne va pas trouver la solution. Le panel est un groupe d'hommes qui a pris la décision d'aller à l'encontre de tout le monde pour essayer d'avoir une grande, du moins une grande masse qui représentera l'ensemble du peuple algérien pour apporter encore et enrichir les idées autour de quoi? Pour réussir la conférence nationale. C'est ça l'objectif du panel. Parce que c'est à partir de la conférence nationale qu'on aura la commission indépendante qui supervisera, qui organisera, qui annoncera les élections. Et ça, c'est très important. Donc, monsieur, comme il a dit monsieur Taïbi, je crois que l'Algérie a besoin de ses enfants aujourd'hui. Ses enfants sincères pour protéger son pays. Ses enfants sincères pour garantir l'avenir aux générations futures. Ses enfants sincères pour faire de ce pays encore plus grand que ce qu'il est, que ce qu'il a été dans son histoire. Et je suis certain qu'avec de la bonne volonté, avec un patriotisme, si on se serre les coudes, on arrivera à faire un pays extraordinaire. Et comment et dans quelle mesure l'élite de ce pays peut faire face à ce qu'on pourrait appeler comme une résistance à la bonne volonté de lancer un dialogue en Algérie? Ben, justement, avec les médias, je crois qu'on a laissé un peu le temps au début. Les médias n'ont pas été assez percutants, je dirais assez percutants. Et des camarades l'ont souligné. Des fois, on venait sur des plateaux pour raconter n'importe quoi. C'était juste pour plaire. Mais aujourd'hui, la seule façon d'inverser la tendance, c'est d'être plus pragmatique et d'être plus sincère. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour défendre, pas mes idées, mais défendre d'abord ma nation, mon pays. Je ne sais pas, c'est quelque chose de sacré. Il y a une sacralité dans certaines choses. Il faudrait qu'on mette des lignes. On ne peut pas jouer avec l'avenir d'un pays. Il y a des process. C'est vrai qu'il y a souvent il n'y aura pas de convergence d'idées. Parce que demain, on aura un président de la République qui aura une majorité. Le problème pour lui, ça ne sera pas de ce qu'il va faire de la majorité, mais qu'est-ce qu'il fera avec la minorité. Parce que ça sera ça le grand challenge d'un président. Vous savez que ce concept de minorité voilà. est parfois un peu, je dirais, confus. Et je l'ai entendu dans le débat public. Le concept, de mon point de vue, moi je pense que l'Algérie, l'Algérie appartient à tout le monde. Seulement il y a des différences d'approche et que le peuple, quand il choisit un ensemble d'idées, de modèles, et que l'autre modèle peut venir après. Donc même le concept aujourd'hui chez nous de minorité, il est piégé. Chez nous, ce pays, la minorité n'existe pas. Il y a des diversités. Sauf s'il y a une minorité que j'ignore, et qui sont là, et peut-être qu'ils vont annoncer leur identité, ça je ne sais pas. Monsieur Taïbi, vous l'avez bien souligné, c'est vrai, vous êtes sociologue, et c'est vrai que moi aussi j'ai toujours rejeté dans ma tête l'idée qu'il existe une minorité. Ça n'existe pas, une minorité chez nous. Il y a une divergence d'idées. Une diversité, oui. Voilà, mais pas plus, parce que regardez, en un laps de temps, c'est tout le monde qui converge vers quelque chose de sacré. D'accord, on l'a vu récemment. Donc aujourd'hui, je crois que les médias, les réseaux sociaux, les gens de bonne volonté qui ont des activités sur des réseaux sociaux, qu'ils soient juste sincères, d'accord, qu'ils soient juste sincères pour défendre un process qui est très important. Parce que quelle que soit la crise, toutes les guerres se sont terminées par un dialogue. Pour ne citer que la Deuxième Guerre mondiale, il faudrait bien dialoguer. Ne citer que le problème de la Corée du Sud avec les États-Unis. Je vous raserai, je vous éliminerai, et finalement, c'est devenu pratiquement, de guillemets, les meilleurs copains au monde. Donc, c'est juste pour vous dire qu'à chaque crise, ça se termine par un dialogue. L'essentiel, c'est que le dialogue soit inclusif, sincère, d'accord, et constructif. On dialogue pour quoi? On dialogue pour une grande nation. On dialogue pour un process qui nous mènera vers l'élection présidentielle. Et ça, c'est une urgence nationale, monsieur. Alors, l'urgence d'aller vers des élections présidentielles pour un retour rapide à un ordre constitutionnel ordinaire, Amin Blamri. Je pense que ce panel doit d'abord désigner ou arrêter les chapitres ou bien les axes de ce dialogue. On va dialoguer sur quoi? C'est ça le plus important. Le panel hier a établi un plan de travail. C'est bien d'établir ce plan de travail, mais le plus important, c'est d'arrêter les axes
de ce dialogue. On va dialoguer sur quoi? Bien sûr, on va dialoguer sur les élections présidentielles. Comment organiser ces élections présidentielles? C'est ça le plus important pour sortir de cette crise et revenir à En l'ordre rappelant constitutionnel. que l'État, pour la première fois, ne va pas les organiser, les pouvoirs publics. Donc, il faut mentionner dans ce dialogue, ou bien à ce panel, de mentionner que le dialogue doit être axé sur la commission électorale, qui doit être autonome et indépendante et qui doit chapeauter les élections présidentielles du A à Z. C'est ça le plus important. Ensuite, il faut entamer également la commission de surveillance des élections présidentielles. Ça, c'est un point très important à débattre dans ce dialogue. C'est ça le plus important. Il faut, à mon sens, il faut arrêter les axes de ce dialogue. Le convoi qui a été établi par le panel, il est très important, certes. Le plan de travail également, il est important. Mais je pense que pour, c'est-à-dire inciter les gens d'aller vers ce travail, vers ce dialogue, pardon, c'est d'arrêter les axes de ce dialogue. On va dialoguer sur quoi? C'est ça le plus important à mon sens. Donc, une fois ces axes dévoilés ou arrêtés par ce panel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés davantage d'aller faire ce dialogue, à mon sens. Toujours la même question autour de l'urgence d'aller vers les urnes, Dr Taïbi. De toute manière, c'est vital d'aller vers les urnes. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas un autre choix. La question qui se pose, et peut-être c'est ça un peu le rôle du panel, c'est ses capacités d'abord à mettre en œuvre l'organisation, le processus d'organisation. Et dans ce processus-là, il n'y a pas de problème. Il y a des modèles universels d'organisation des élections. Il reste quelque chose de très important qui est l'objet de dialogue. C'est lui qui consiste à donner de la valeur juridique à un vote. Oui. Comment préserver, comment protéger. Et là, on rentre dans... Et là, le débat est important. L'apport des hommes qui s'occuperont de cette entreprise électorale. Et là, le dialogue se pose en termes de critères, de choix, de validation, de suivi. Et je pense que la crédibilité des élections, elle dépend du potentiel, du capital humain qui va encadrer. Et c'est ce capital humain qui va, par l'honnêteté des gens, par l'engagement, par la vraie surveillance. Et voilà le rôle du HERAC dans ce processus. Aussi par les techniques de comptage, par l'établissement des PV. Donc, ces techniques-là sont à notre portée. On a fait des élections. Peut-être qu'on a trafiqué quelques fois, mais au niveau les gens maîtrisent ce genre de choses. Donc, au fond de la question qui se pose aujourd'hui, c'est que les Algériens se mettent d'accord pour élire démocratiquement un président. Et je me pose toujours la question, pourquoi les gens résistent à cette entreprise, à ce choix de civilisation? Pourquoi ils ne s'engagent pas d'abord dans cette voie qui est salutaire pour notre pays, et en même temps, ils défendent leurs idées. Et le panel, s'il arrive à écouter, à éclairer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très bien éclairés sur le processus. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il y a des pratiques anciennes qui bloquent les imaginaires politiques. Peut-être c'est vrai. Il y a cette peur qui vient du passé. Maintenant, comment le panel, par la communication, c'est pour ça que j'ai parlé de la communication, comment il fait une offre de discours par des intellectuels de haut valeur, par des intellectuels honnêtes, qui n'ont rien pris dans les caisses de l'État. Des gens qui sont capables d'affronter la population et dire, voilà, moi je suis flan, cherchez, est-ce que j'ai pris un dinar dans le bled? C'est des hommes, ce que j'appelle les pionniers de l'État. Ceux qui sont capables de dire les vérités à la population et être comptables devant l'histoire. Il y a en Algérie, moi je suis étonné de cette culpabilisation généralisée sur les élites de ce pays. Il y a eu toujours des gens honnêtes qui se sont exprimés dans des situations parfois difficiles, parfois consensuelles, parfois nuancées. Mais ce peuple est plein de... La grande manœuvre qui se passe au niveau de l'opinion, c'est de donner à l'opinion publique internationale que ce peuple est totalement pourri. C'est pas vrai. Et il y a des pourris, c'est vrai, et on les a vus défiler, oui. Mais ce peuple, il y a partout en Algérie des gens qui aiment ce pays. Parce que l'amour de ce pays, ce n'est pas un discours poétique. Non. C'est un discours politique. Et ceux qui aiment ce pays, et je le dis franchement, c'est ceux qui, au-delà de l'adversité,
ont payé le prix du sang pour ce pays. Ceux-là, même s'ils se trompent, ils ne vont pas le payer. Et c'est un peu, je dirais, ce discours, je dirais pas mobilisateur. Ce discours sur l'histoire, les Algériens en ont vraiment besoin. C'est pour ça, produire un offre de discours, une innovation dans le discours, et éviter surtout de s'identifier à son idéologie. Chacun a ses convictions. Mais l'Algérie, ce n'est pas une conviction, c'est une patrie. Et de ce côté-là, je pense qu'on peut s'entendre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence sur l'amour de ce pays, mais peut-être qu'il y a des différences sur la manière de construire l'État, la manière de donner un profil à l'Assemblée nationale. L'Algérie, aujourd'hui, je vous le dis humblement et honnêtement, ce pays est en face de son destin. Ouais. Alors, on va Cette génération, aujourd'hui, la génération montante, elle est en face de son destin. Et le panel, il est en face de cette responsabilité. On va poser peut-être une question qui dérange M. Mdouni. Pensez-vous qu'il y a des partis qui ont peur des urnes? Vous savez, non, ça me gêne pas de le dire, je l'ai dit déjà avant. C'est incroyable. Moi, je me rappelle qu'il y a des partis qui ont participé à toutes les élections auxquelles a pris part M. Bouteflika. Donc, ils savaient pertinemment dès le départ que c'était Bouteflika qui allait être président. Et pourtant, ils ont participé. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, ils vous disent « je n'irai pas aux élections parce qu'il n'y a pas assez de garanties ». Pourquoi? Vous aviez des garanties avant? Non, aujourd'hui, on l'a bien souligné dans nos interventions, il y a quelque chose de sacré, c'est l'Algérie. Et il y a une seule voie, c'est les élections. C'est une voie civilisée, c'est une voie démocratique, et c'est la seule voie. Il ne peut pas y avoir d'autre. La période des désignations où on désigne tel ou tel est partie, cette période. Qu'on l'oublie, qu'on tourne la page de cette histoire et qu'on passe à une Algérie nouvelle, à une autre république, où seule l'urne désignera qui représentera son peuple. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, ceux qui ont peur des élections, parce qu'ils avaient pris l'habitude d'avoir des postes à droite et à gauche dans des gouvernements qu'ils ont soutenus, aujourd'hui ils sont sûrs, ils sont certains même, que dans le processus démocratique d'aujourd'hui, avec la surveillance du Hirak, avec la transparence des élections, avec une commission indépendante qui aura toute la latitude d'organiser et d'annoncer les résultats, ils n'auront pas beaucoup de voix, ils n'auront pas du tout. Donc voilà pourquoi les élections, ça les dérange. Alors, aujourd'hui, il s'agit aussi, c'est l'un des rôles du panel, c'est de réunir les meilleures conditions possibles pour réussir l'expression populaire des urnes. Oui, ça c'est d'abord relève du domaine de l'organisation. Et l'organisation, elle doit avoir un encadrement juridique très clair et aussi un encadrement politique très clair, parce que ceux qui sont censés... Et qui relève cette fois-ci d'une instance indépendante d'organisation. Oui, on a peut-être un peu oublié de parler de cette indépendance. Cette indépendance, elle s'inscrit aussi dans le cadre de l'État. Elle n'est pas à l'extérieur de l'État. Peut-être qu'elle est indépendante par rapport au pouvoir exécutif, je suis d'accord avec vous. Mais elle inscrit son action dans la légitimité de l'État national, de l'État algérien. Donc ils sont des, je dirais, des entrepreneurs de la politique électorale de ce pays. D'où l'importance, excusez-moi, parce que c'est important là, ce point que vous venez de citer, d'où l'importance de faire la différence entre pouvoir politique, les différents pouvoirs, et l'État, la notion d'État. Et parce que dans l'esprit des gens aujourd'hui, les gens croient que le panel, c'est une autorité, c'est un pouvoir qui est totalement... comme si c'était un autre pouvoir. Non, je regrette. L'État, ce n'est pas des personnes. Les personnes sont aujourd'hui là et demain, elles ne sont pas là. Mais l'État, elle est là. Et l'approche, c'est pour ça que je vous ai dit que le document instituant ce panel est nécessaire pour comprendre. Je pense que le panel doit comprendre qu'il est en train de mener une mission. Certainement, il a des atouts d'autonomie, c'est normal. Vu un peu le pouvoir du passé, il a besoin d'être autonome dans sa décision. Mais je pense qu'au fond, il faut se libérer des dogmes, des idéologies. Ça, c'est notre pays, en fin de compte. Celui qui a l'honneur de contribuer à régler, à apporter un plus, il est en train d'écrire une histoire. Le panel, aujourd'hui, il écrit une histoire de l'État algérien. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est très, très profond de mon point de vue. Et là, c'est pour ça que je me suis toujours dit que la sagesse vient des diversités, elle ne vient pas uniquement d'une seule source ou d'une seule ressource. Et je pense que les Algériens
Vous savez, nous sommes un pays qui a commencé les élections en début du siècle. On n'est pas né avec la dernière pluie dans ce pays. Allez-y voir nos élites des années 30, des années 40, les élections de 48, qu'est-ce que s'est passé? Donc, on est quand même un peuple qui porte un bagage historique, un État algérien qui a aussi une profondeur dans l'histoire. Donc il ne faut pas minimiser ni réduire notre potentiel historique. Et voilà, moi, de mon point de vue, c'est clair. Si vous permettez, je rebondirai juste sur quelque chose, parce que là aussi, il faudrait qu'on ramène ce qui se passe dehors, ce qui est en train d'être discuté sur certaines interventions, qui induisent en erreur un peu le peuple algérien. Moi, j'entends un activiste dernièrement dire « Tiens, je ne pourrais pas y aller dans ce panel parce qu'il y a telle personne qui a participé à telle chose, Vous me voyez, moi... » Pas d'exclusion, s'il vous plaît. L'Algérie de demain n'exclut aucun de ses enfants. L'histoire, elle est là pour juger les uns et les autres sur leurs erreurs ou sur leur implication dans telle ou telle chose. Laissons à l'histoire. Vous relevez une question majeure que je vois entre les intellectuels et les institutions. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'un intellectuel libre penseur, est engagé dans une réflexion d'un plus pour son pays, ou est-ce qu'il agit par rapport à ce qu'il voit dans l'institution? L'institution, c'est autre chose. Vous êtes mené de réfléchir, de dire votre pensée librement, mais dire que je ne peux pas intégrer cette fonction ou cette mission parce qu'il y a Flan qui existe. Ça, c'est de l'absurde en politique. Vous avez évoqué la Deuxième Guerre mondiale, où toutes les contradictions idéologiques étaient réunies. Pourquoi? Parce qu'il fallait construire la paix du monde. Et ça a réussi. D'ailleurs, on reprend quelque chose de merveilleux, comme disait Mandela, la paix, oui, c'est ça. La haine ne construit pas un État, bien sûr, mais la paix, elle construit des nations. Des nations, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de sagesse. On a besoin de cette culture. De sagesse. Il faudrait qu'on arrive à cette république où quelqu'un, quand il vient, c'est pour servir son peuple. Regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est récent. Regardez ce qu'il a fait Mandela. Ça, c'est des hommes. Leurs noms resteront dans l'histoire. Et chez nous, il y a... Ça fait Sidi Abdelrahman Thalibi. On le croit comme un saint, et c'est un saint. Mais si vous lisez son patrimoine intellectuel et sa manière de gérer Alger, mais il a renoncé c'est un modèle parfait. Je vois Sidi El-Houari Fouharan, comment il a construit un modèle de cité. Et moi, j'aimerais bien que les médias, justement, se libèrent d'un discours purement idéologique et qu'on rentre dans les analyses de nos modèles historiques, de nos grands hommes. Si ce n'était pas le Mghili à Timimoun, alors cette situation aurait un autre visage géopolitique aujourd'hui. Et je peux vous parler de beaucoup de choses. Donc les Algériens aussi ont besoin, dans cette crise, de découvrir leur histoire, pour découvrir leur grandeur, pour découvrir leur grande sagesse, parce que c'est uniquement ces hommes-là qui non seulement nous ont supportés avec nos erreurs, mais aussi nous ont portés dans leur cœur. Alors, Hamid Belhamri, pour rester un peu dans les objectifs de ce panel, il faut rappeler d'abord aussi bien pour le travail du panel, mais aussi l'organisation des élections présidentielles, l'État n'est là que pour assurer une couverture logistique. Ça, c'est très important pour établir d'abord la confiance, pour que les gens puissent aller voter. Mais j'ai un commentaire à faire sur notre ami, sur l'exclusion politique. Je pense que l'exemple libyen est là. Cette loi a été adoptée en Libye, l'exclusion politique, concernant les partisans de Kadhafi à l'époque. Et même en Irak. Même en Irak. C'était une erreur monumentale qui a été faite, terrible. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas que les gens qui ont poussé le pays vers le chaos... C'est une responsabilité. On ne peut pas négliger. Absolument, oui. Doivent être jugés quand même. Bien sûr, pas quand même, doivent être jugés. Bien sûr. Oui. Maintenant, ce qui concerne les garanties données par... Je pense que l'offre qui a été donnée par le chef de l'État est une opportunité à saisir. Parce que pendant l'histoire de l'Algérie, depuis l'indépendance de l'Algérie, on n'a pas eu une occasion pareille pour organiser des élections par un organisme autonome
du pouvoir public. C'est très important. Il faut saisir cette occasion pour organiser des élections transparentes qui mènent le peuple algérien à élire un président de la République. Ça, qui est un grand moment, qui est un grand moment, parce que la suite elle est aussi compliquée aussi. Non, la suite est très... Mais pour le moment, C'est le plus déjà important, c'est de sortir de l'impasse. Comment sortir de l'impasse? C'est d'aller vers des élections présidentielles. Une fois le président de la République élu, c'est à lui de tracer la feuille de route. tracer et d'assumer ses responsabilités historiques devant le peuple algérien. Car il aura un mandat populaire. Alors, Bien il ne sûr, reste c'est pas très beaucoup de temps, docteur Taïbi, peut-être un dernier mot. Oui. Mais vous savez, moi je pense que nous sommes devant une histoire qui parfois nous dépasse par ses enjeux. Et je pense, comme l'a dit mon ami, que l'État c'est une chose et l'exécutif de la République c'est autre chose. On n'a jamais quitté les arènes de l'État. Et je dirais aussi que notre pays certainement traverse une grande crise politique. Et c'est une crise qui met en situation de choix les élites de ce pays. Si on arrive vraiment à transcender les tactiques de positionnement et les discours de haine qui émergent, je pense qu'en fin de compte, ce Hirak serait mentionné dans l'histoire comme un grand moment dans notre mouvement social. C'est vrai que les douleurs et les malheurs poussent au radicalisme, ça je le comprends parfaitement. Mais qu'en fin de compte, les finalités des choses, c'est ce qui serait transmis à nos enfants. Et moi je salue beaucoup ceux que j'écoute au niveau du Hirak et qui sont intransigeants parfois. C'est que parce que l'histoire nous rappelle aussi que ceux qui ont écrit l'histoire de ce pays ont été intransigeants. Rappelez-vous en 1954, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous en 1962 aussi, ce qui s'est passé. Peut-être que la position de notre pays, la géopolitique de l'Algérie méditerranéenne, je pense, ça peut-être c'est un autre sujet, a fait que nous sommes un peu un foyer de convergence d'idéologies. Et que ces idéologies n'ont pas jamais été, je dirais, gérées d'une manière démocratique. C'est pour ça les élections du président et ce qui va arriver après avec le président, pas après, je pense qu'ils vont mettre sur rail la vraie représentativité des acteurs. Là, Chami, ou le Baghdadi, les urnes, les lois et ce qu'on appelle en grosso modo les régulations sociales. Donc nous sommes sur une voie qu'il faudrait défendre. La voie que vous avez évoquée, celle d'une opportunité de liberté de choisir. Il y a cette voie. Cette liberté. Mais ça n'empêche que la société algérienne est une société de consensus. On n'a pas ce genre de... Vous savez, consensus... Le consensus est déjà là. Le consensus au niveau de l'opinion publique, il existe. Si vous allez dans l'Algérie... Parce qu'il faut dire une chose. Vous savez, maintenant, les divergences sont au niveau de l'opinion intellectuelle. Les Algériens, la population, le peuple profond, ils cherchent la paix. Vous savez, ils cherchent un développement. Ils cherchent aussi à ce que son pays soit grand, soit puissant. Les Algériens souffrent de l'image qui est actuellement faite ou dite de leur pays. Les Algériens, ce n'est pas un pays de consommateurs, c'est un pays de dignité qu'il faut le dire. Et je pense que peut-être que les médias exploitent mal ces créneaux de la culture, de la dignité, de l'histoire, et que les intellectuels aussi, parfois, sont poussés par un entêtement idéologique qui produit des discours de la peur. C'est dommage pour nous, mais je pense que l'histoire nous a toujours poussés à être en situation de défi. Moi, je suis convaincu que la puissance du peuple algérien, dans toutes ces régions, sera déterminante. Et celui qui cherche à jouer un peu par la confusion, par les débats tordus, je pense que la réponse ne viendra, en fin de compte, que du peuple. Que du peuple algérien. Allez-y, Moi, monsieur le Donneur, terminera les choses. On n'insiste pas trop parce qu'on commence à parler du Hirak, mais on ne fait pas la genèse de l'histoire, pourquoi on est arrivé au Hirak. Et ça, c'est très important parce que si on ne fait pas la genèse, on ne comprendra pas après l'étendue de la crise. Il faudrait souligner, parce qu'on parle d'histoire, il y a des noms qui resteront dans l'histoire, il y a des noms qui, leur nom,
disparaîtront dans les poubelles de l'histoire. Et ça, c'était sa coévanziti. Parce que je veux dire quelque chose, M. Taïbi. L'armée nationale populaire, et à sa tête le chef d'état-major, quand il y a eu l'évocation de l'application de l'article 120, il a sauvé ce pays, l'article 102, il a sauvé ce pays de quelque chose de terrible qui se préparait pour ce pays. Imaginez si on avait fait, on entend ce qui s'est passé, on avait fait un couvre-feu, un état de siège, on en serait où aujourd'hui? Donc ça, c'est des noms. Le président, le chef de l'État, soyons sincères, on le voit, il est fatigué. Malgré cette fatigue, regardez ce qu'il est en train de donner à son pays. Et ça, c'est un modèle de courage, d'abnégation et d'amour pour ce pays. Je pense que rester à la tête de l'État avec son état de santé, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelqu'un, son nom sera retenu par l'histoire aussi. Donc voilà. Merci Monsieur Mokhtar Saïd Mediouni. Je rappelle, vous êtes officier supérieur à la retraite. Merci à vous également. Monsieur Amin Belamri, je rappelle, vous êtes journaliste au quotidien national La Chab. Et merci à vous également, docteur Mohamed Taïbi. Vous êtes donc universitaire, donc sociologue et enseignant. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver très prochainement. Je vous dis au revoir et bonne soirée.